Bonjour tout le monde et bienvenue aujourd'hui dans la capsule Above the Rim. Alors, pour la troisième semaine, on va accueillir aujourd'hui Manuel Constant. Salut Manuel. Salut Rémi, salut à Alors, tous. Manuel, pour les gens qui le connaissent pas, c'est un spécialiste de la synergologie. Il a créé sa propre compagnie qui s'appelle Synergo. Et aujourd'hui, il va venir nous donner en fait des indices sur comment interpréter le langage non verbal de nos athlètes. Alors Manuel, je vais te laisser dans un premier temps te présenter puis présenter ton cursus. Parfait. Donc, bonjour à tous. Mon nom est Manuel Constant. Je suis synergologue. En fait, c'est le titre de l'expertise en body language, si on veut. Qu'est-ce que ça fait, la synergologie? En fait, c'est que c'est l'analyse du langage corporel, qui est une dimension du non-verbal. Donc, les gens disent un peu à tort le non-verbal, mais en fait, c'est le langage corporel. C'est très plus pointu, plus précis. Maintenant, qu'est-ce que c'est mon parcours, mon cursus un peu là-dedans? Ben, je pense que c'est important, Rémi, de mentionner un petit peu le fait que j'ai œuvré pendant une décennie, pendant 10 ans, comme entraîneur privé Oui, au Québec, qui n'est pas vraiment l'équivalent de préparateur physique ou de coach de basket, loin de là, en France ou au Québec. Mais quand même, ce que je c'est trouve plus comme intéressant, l'entraîneur privé en fait. oui, entraîneur privé. Puis bon, ben, je reviendrai plus tard à ça, mais c'est ça. L'important, c'est de comprendre que j'ai œuvré 10 ans là-dedans. Donc, j'avais une vision interne de la consultation en milieu sportif de façon privée. Puis, moi, j'étais faire mon parcours synergologique, qui est un parcours académique de 3 ans environ. Puis, c'est ce qui mène au titre de synergologue. Je pense que tu as été Puis, en France hein, aussi pour ça. non, au Ah, Québec. ok. Il me semblait que je te voyais dans des discussions de synergologie en France également. Ben, oui, je suis, parce qu'il y a un institut québécois et un institut européen. Les deux proviennent du Québec parce qu'en fait, le créateur de la synergologie, qui est Dr. Philippe Turchet, est un Français d'origine qui est venu s'établir au Québec dans les années 80. Ok, Donc, la maison mère, l'institut premier, est au Québec, mais il y a eu un deuxième institut en Europe. Mais moi, ok, je suis très proactif dans le milieu de la synergologie, donc j'interagis sur les deux continents, en fait. ok. Et est-ce que tu peux nous expliquer donc, parce que pour beaucoup de monde, c'est un mot nouveau, la synergologie. Oui. Moi, je connais ça grâce à toi, parce que ça fait un moment que je te suis sur les réseaux sociaux, puis qu'on discute de ça. Mais est-ce que tu peux expliquer aux gens, c'est quoi, premièrement, la synergologie, quel est ton travail? Et deuxièmement, euh, qu'est-ce que tu proposes en fait avec Synergo? Parfait, bonne question. En fait, la synergologie, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Ben, dans le fond, tous les gens qui vont, en partant, on est seulement 300 dans le monde, là, approximativement, là, qui ont leur titre de synergologue. C'est quand même très peu là, pour 25 ou 30 ans d'existence de la marque, si on veut, synergologie. Et puis, ce qui arrive, c'est que les gens proviennent de tout milieu. Donc, moi, ce que j'ai vu souvent, c'est que les gens vont faire leur synergologie en ajout, en complément à leur profession, mais ne s'affichent que rarement comme synergologue, puis encore moins de formateurs à l'extérieur de l'Institut. Maintenant, ça, c'est pour… donc, les possibilités sont un peu infinies en synergologie, mais il y a très peu de personnes qui s'affichent en tant que synergologue et qui ne font que ça comme métier. J'ai quelques collègues, mais il y en a peu. Oui, Moi, ce que j'ai voulu faire, dans le fond, j'ai assisté à ça par intérêt personnel. Je me suis dit, bon, ça va m'aider dans mon coaching privé, tant mieux. Mais ce qui est arrivé, c'est que dans ma deuxième année de synergologie, je me suis rendu compte à quel point c'était efficace, au-delà de toute attente. Puis je me suis dit, c'est juste impensable que les coachs de tout genre n'aient pas accès à cette information-là, parce qu'il n'y a pas un coach au monde ou à peu près qui va aller faire 3 ans d'études juste pour le langage corporel. Là. Je me suis dit, il faut que je fasse quelque chose, il faut que je donne au suivant, il faut que je transmette mes connaissances pour que les coachs en profitent. et c'est pour Donc, ça. Oui, vas-y, je te laisse finir. Synergo, dans le fond, c'est l'idée de départ, c'est ça. C'est l'idée d'aller chercher quelque chose qui est un outil formidable pour les coachs, sans dire qu'il est inaccessible. Je savais pertinemment que les coachs n'iraient pas suivre ça, mais ils sont intéressés par les formations continues. Donc, je me suis dit, je vais monter ma propre entreprise pour pouvoir leur donner au moins ce qui est le plus pertinent, le plus applicable, le plus facile à déceler chez leurs athlètes, leurs clients, leurs patients, euh, puis qu'ils puissent en tirer le meilleur parti de ça. Oui, et comme on en discutait en fait quand je t'ai contacté, et c'est très intéressant, moi je trouve que c'est encore plus intéressant pour le basketball, pour gérer des jeunes, c'est que
On sait que les jeunes, maintenant c'est prouvé par des études, on sait que les jeunes écoutent le coach encore plus que les parents. Mais les jeunes ne parlent pas. Et on en parlait encore il y a 10 minutes. Ils ne vont pas te dire ce qu'ils ressentent quand tu les coaches. C'est très, très rare. Souvent, ils renferment ça parce qu'ils ont certaines peurs, parce qu'ils ont certaines craintes. Et là où, à mon sens, la synergologie peut être super intéressante, c'est qu'en fait, quand le jeune ne nous parle pas verbalement, il va nous parler de par son comportement. Et justement, arriver à interpréter ce comportement, ça peut être un outil en or pour les entraîneurs. Absolument. C'est là tout le point d'ailleurs. Ouais. Et ça m'amène ça donc à la première question. Moi, j'ai parlé du contrat d'équipe, mais ce n'est pas vraiment le contrat d'équipe. Quand tu as bâti ton groupe, par exemple, tu as une restructuration, tu as des joueurs qui sont partis, et ça, c'est à n'importe quel niveau. Ça peut être chez des jeunes, ça peut être chez des adultes, chez des pros, chez des amateurs. Tu as bâti un nouveau groupe. Donc, il y a des éléments qui viennent de l'extérieur. Il y a d'autres éléments qui montent de catégorie d'âge. Bref, ton groupe est nouveau. Et toi, tu observes, tu as tes premières réunions de groupe. Nous, on fait par exemple le contrat d'équipe. On établit les objectifs, les trucs comme ça. Comment est-ce que tu vas déceler qui va être ton leader? Comment est-ce que tu peux voir qui va être ton leader? Comment est-ce que tu peux voir qui ne va pas être ton leader? Bref, par le langage donc non verbal des joueurs, quels indices est-ce que tu peux avoir pour justement quel joueur va pouvoir jouer quel rôle? C'est une question super intéressante. Je pense qu'avant même d'y répondre, c'est quand même important, non dans le but de me dévaloriser, mais que les gens mettent les choses en perspective. Pour les gens, c'est important de savoir que je ne connais absolument rien au milieu du basketball et des sports collectifs. Je ne suis pas du tout plongé là-dedans. Donc, toutes les précisions que tu apportes, comme le contrat d'équipe et puis comment on bâtit un peu son équipe, c'est des choses qui étaient nouvelles pour moi quand tu me les as apportées en début d'après-midi. Sauf que ça reste que de toute façon, le langage corporel est universel. Et ce qui est important de comprendre là-dedans, c'est que il y a des individus qui se repèrent en tant que leader, mais c'est des éléments corporels, du langage corporel qui sont quand même assez subtils, mais ils existent. Je vous en nomme un là, très, très, très concret, mais aussi très, je ne veux pas dire impertinent, mais vous ne serez jamais capable de déceler ça. On dit que les leaders se repèrent dès l'âge de 33 mois parce qu'ils regardent leurs camarades lorsqu'ils sont bambins avec le côté gauche du visage. C'est un trait typique des gens qui sont aimables. Ça, c'est démontré des milliers de fois. Moi, je le vois à longueur de journée. Mais ça, je sais très bien que le coach ne commencera pas à regarder chaque angle de vue pour savoir quelle personne qui présente son côté gauche du visage. Par contre, il y a des comportements autant psychosociaux qu'à partir du langage corporel qui sont plus simples que ça à déceler. Finalement, le leader, c'est celui qui est placé en avant ou au-dessus par les autres. Okay. Parce qu'il y a une différence entre le leader et le dominant. C'est deux choses qui sont différentes. Les deux peuvent diriger un groupe, mais il y en a un qui... On le voit souvent sur les réseaux sociaux, il y a des memes, là, des genres d'images, quelqu'un qui fouette les autres pour être en avant, puis qui est assis sur le bloc de béton. En tout cas, tu sais de quoi je parle? Ouais, j'ai peut-être une illustration pour ça. Ouais. Ma femme. Ma femme, en fait, c'était une athlète. Et en fait, elle m'a toujours dit, c'est bizarre, parce que quand j'étais jeune, j'étais timide et je ne me mettais pas en avant, mais les autres me reconnaissaient toujours comme le leader. Ça, c'est un vrai leader. Honnêtement, je ne la connais pas, ta femme. C'est le trait caractéristique de numéro 1 du leader. Oui. Du vrai leader. C'est carrément le leader de la famille et même rendu aujourd'hui, mais c'est quelqu'un qui ne poussait pas pour ça, on l'a placé ici. Donc, exactement. C'est très différent. Ouais. Finalement, c'est ce qu'on appelle un peu un leader positif et un leader négatif, parce que le leader négatif aussi est capable de diriger une équipe, mais il ne fait pas sentir les autres bien alentour de lui. Donc, à la longue, ça peut marcher sur le court terme, mais à la longue, pour la cohésion d'équipe, ça laisse à désirer parce que justement, ça crée des non-dits dont on va parler un peu plus tard. Oui. On va passer à la question suivante et ça a rapport en fait dans ton coaching direct avec un joueur.
Et souvent, on s'aperçoit qu'avec les jeunes, euh, quand ton mode de coaching ne lui correspond pas, il ne va pas forcément parler, comme on disait tout à l'heure. Il va essayer de s'adapter, mais il ne te dira pas forcément ce qu'il ressent. Donc, on va avoir des coachs parfois qui crient un petit peu plus. On va avoir des coachs qui ont une façon de gérer un joueur. Et comment, en fait, tu peux adapter ton coaching en observant le comportement du joueur, étant donné qu'il ne te parlera pas? Ça, c'est vraiment une question super, honnêtement, parce que c'est la pierre angulaire de ma compagnie, là, de Synergo. C'est justement d'adapter l'intervention avec les gestes observés. Finalement, on s'adapte ou on questionne selon ce qu'on voit. Puis, à partant, avant de commencer à répondre, c'est super important de comprendre pour les gens d'où viennent les non-dits. Parce qu'un non-dit, c'est pas nécessairement un mensonge qui soit volontaire, ni qui soit malsain, si on veut. Un non-dit, ça se construit, en fait, lorsqu'on est très jeune. Ça se construit à l'âge où on est bambin, on arrive devant nos nouveaux camarades, on est dans un groupe, puis on se rend compte qu'il n'y a pas juste nous qui existent, ni notre famille, c'est que là, on interagit avec des inconnus. Pour être accepté socialement, je ne dois pas parler tout le temps. Parce que si je parle tout le temps, les autres petits copains me trouvent fatigant, puis eux n'ont pas leur place, c'est juste moi qui parle. Donc, je suis exclu socialement. Donc, j'apprends, pardonnez-moi l'expression, mais à fermer ma gueule un peu. J'attends mon tour de parole finalement. Ça, c'est la première étape des non-dits. Donc, je retiens de l'information. C'est une forme de non-dit. Ensuite, ce que j'apprends, c'est que non seulement j'attends mon tour de parole, mais lorsque je parle, ça doit être moindrement pertinent. Si j'apporte une bizarrerie, une stupidité ou quelque chose dans le genre, je suis encore une fois exclu du groupe. Ça crée deux non-dits, là. Je dois retenir mes paroles et mes pensées et mes émotions la plupart du temps parce que si je parle tout le temps, je suis fatigant. Et en plus, je dois filtrer mentalement la façon dont je les dis. C'est énormément de non-dits, là. Donc, il y a beaucoup de choses qui ne sont pas verbalisées. Puis là, on est bambin. Plus on avance dans la vie, plus on se rend compte que, en fait, c'est inconscient, si on veut. Parce que ces filtres mentaux-là s'installent, sont très puissants, puis ça nous suit toute notre vie. On ne dit pas à tout moment comment on se sent, qu'est-ce qu'on pense de l'autre, qu'est-ce qu'on pense de qu'est-ce qu'il nous dit, de quelle façon on se sent quand on pense à tel truc. Tu sais, ça aurait aucun sens. Ça voudrait dire que pendant que je parle, tu me parlerais, puis on s'écouterait pas. Puis si on serait cinq, tout le monde parlerait. Tu sais, ça aurait aucun sens. Donc, les non-dits proviennent de là. OK. C'est simple, mais c'est une explication assez satisfaisante. Faut accepter que c'est présent chez tous. OK. Et finalement, ça peut nous formater avec dans une vision globale par rapport à ce que tu dis. Étant donné qu'on ne parle pas, est-ce que l'athlète peut commencer à comprendre que finalement, c'est sa façon de voir les choses qui n'est pas bonne? Et oui, absolument. Voilà, et qui peut se développer justement en se disant, oh, c'est moi qui suis à côté de la plaque, il faut que je devienne comme ça. Oui, parce que les non-dits font partie nécessairement de la construction du moi en psychologie, chose que je ne touche pas, c'est pas mon domaine, mais nécessairement, ça fait partie de ça. Je dis pas comment je me sens, les filtres mentaux s'installent, puis je me construis une personnalité, une estime de moi, etc. Oui. Puis j'en parle pas tout le temps, c'est pas toujours verbalisé. Puis l'autre point à ça, c'est que ce qu'on se rend compte en synergologie, qui est maintenant une évidence après des décennies d'observation, c'est que ce que le corps exprime, ce que le corps reflète dans ses mouvements corporels, du moins en termes de communication, en interaction, c'est l'exact reflet de ce qui se passe à l'intérieur. Oui. Donc, qu'on le verbalise ou pas, ça sort corporellement. Oui. Ça peut sortir dans notre posture, dans une micro-expression, dans la façon de tripoter un objet, de manipuler nos mains, de se croiser les bras, de tenir sa tête dans l'espace, la façon dont on s'assoit, ça va loin. Oui. Et est-ce que tu peux avoir un exemple? Par exemple, je ne sais pas si c'est possible comme ça, parce que tout le monde doit s'exprimer à sa façon, mais on va prendre un exemple tout bête. Tu vas coacher un joueur, tu n'es pas content de sa performance ce jour-là sur le terrain. Est-ce que tu peux donner un exemple de comportement qu'il peut avoir? Tu sais, on en parlait, on disait, est-ce que tu vas en avoir un qui va baisser la tête, que tu vas sortir du match complètement? Est-ce qu'il y en a un qui va faire en t'insultant ou en faisant des choses comme ça? Est-ce que tu vas avoir
tu peux avoir des exemples typiques de petits comportements comme ça qu'ils peuvent avoir et peut-être une adaptation parce que souvent, le coach n'a pas les compétences d'interpréter ces gestes-là et tant qu'il n'entend pas des mots, il a du mal à adapter son coaching. Mais peut-être qu'en voyant quelque chose qu'il comprend, il va arriver à adapter son coaching. Oui, absolument. Puis si on veut concrétiser ça, c'est justement en accordant, en associant un mouvement corporel à un mot. Par exemple, si je fais ça ici, c'est une micro-démangeaison. Là, je le fais rapidement. Et à force de le faire, ça devient évident. Mais c'est très, très, très subreptice et on n'en est pas vraiment conscient quand quelqu'un nous fait ça. Or, quand on est formé, quelqu'un qui nous fait ça, ça crève les yeux. Là. Ouais. Ça, c'est associé au rejet. Bon, si je me suis formé en synergologie et puis que je vois quelqu'un faire ça, automatiquement, dans ma tête, c'est une forme de rejet. Maintenant, il me reste à déterminer est-ce que la personne rejette les propos qu'elle-même émet lorsqu'elle parle? Est-ce qu'elle rejette les propos que je lui émets lorsque moi je parle? Ou si c'est le contexte ou la relation qu'elle rejette? Bon, ça, c'est un peu du concret. Et ça me fait penser à quelque chose parce que moi, je le fais tout le temps. Donc, ça voudrait dire que si tu as un joueur sur un terrain, tu donnes une consigne et il te regarde, il fait ouais. Ça a peut-être une signification qui te dit oui, mais que dans sa tête, absolument. Il faut faire attention parce que si les gens reculent, ce que tu as fait, c'est pas exactement ce que j'ai fait. Okay. Parce que ça, on appelle ça une micro-démangeaison. Juste dans la zone du nez, il y en a 15. Okay. Donc, la différence entre faire ça ou ça, c'est différent. Okay. De même que si je fais ça, c'est tout différent. Et moi, donc, qui fais toujours ça, c'est quoi? À droite, toujours à droite? Tout le temps. Premièrement, c'est un non-dit. Les mots-clés, puis là, il faut comprendre que les mots-clés, il faut sortir un peu de là. Ouais. Il faut apporter beaucoup de synonymes pour comprendre qu'il faut être un peu flexible là-dedans. Il ne faut pas juger l'autre, il faut mieux le comprendre. Mais les mots-clés rigides qui sont associés à ça, c'est je mens, je cache quelque chose ou j'exagère. Un des trois. Puis je vous dirais qu'à 95% du temps, ça marche quand même bien. Là. Donc, à droite, comme ça, c'est je mens, je cache quelque chose ou j'exagère. C'est du gros concret. Ouais. OK. Je cache quelque chose peut-être. Je mens pas, généralement. Alors. Ben, c'est pour ça que la notion de non-dit est importante. C'est beaucoup plus soft qu'un mensonge. Là. Oui. Ouais, c'est plus vaste, en fait. Il faut s'assumer. Tu sais, chaque être humain use de stratégies mentales et relationnelles à longueur de journée. Dans le fond, on est tous à un minimum manipulateurs. Maintenant, est-ce qu'on est des manipulateurs chroniques ou malsains? Non, absolument pas. Mais on est tous un peu dans un minimum. On use de stratégies pour la survie. Et puis l'adaptation sociale, on n'a pas le choix, c'est comme ça. On est fait comme ça. L'être humain est basé comme ça. Puis dès qu'on apprend à s'assumer, on donne le droit à l'autre d'exister aussi comme ça. Là. OK, alors je vais commencer à faire attention à mes mouvements comme ça. Là. Ben ça, Rémi, là, je termine en disant que plus on en apprend en synergo, puis là, je dis synergo parce que synergologie, c'est long, là. Plus on en apprend en synergo, moins on juge, plus on est porté à comprendre au lieu de juger. Okay. Fait que moi, un individu qui me fait ça ou qui me fait ça ou qui me fait ça, tu sais, pour moi, c'est pas un enfoiré ou c'est pas parce qu'il m'aime pas ou tu sais, il y a des raisons pour lesquelles il fait ça. Ouais. Puis là, s'il y a un enjeu, c'est à moi de les trouver. Sinon, j'en tiens pas compte, c'est pas grave. Là. OK. Et on arrive à une question qui va énormément plaire à tous les coachs de basket. Alors, on se met dans le contexte. Tu es dans un match, finale du championnat. Tu es à 5 secondes de la fin. Il reste 5 secondes. Tu as un temps mort. Tu es mené de 1 point. Tu as la possession de balle et tu as la possibilité de faire gagner ton équipe. À qui est-ce que tu vas donner le dernier tir? Tu as ton équipe devant toi, sur le banc, pendant le temps mort, tu les regardes. À qui est-ce que tu vas donner la décision du match? À qui est-ce que tu ne vas pas la donner? Question très intéressante, épicée, je dirais. Il n'y a presque pas de pression dans l'ambiance. Moi, d'emblée, là, c'est sûr que je donne le ballon à la personne qui a le menton surélevé, donc qui est relié à un sentiment de supériorité ou une grande estime de soi. Et si la personne prend plus de place en largeur et en hauteur dans l'espace, c'est encore mieux. Parce que là, on est dans une attitude combative. La personne qui est corporellement comme ça à ce moment-là, elle est dans le combat, elle est prête à l'action.
Si j'ajoute à ça encore plus concret, donc la personne qui a un menton relativement élevé, qui prend de la place en largeur et en hauteur avec son corps, principalement avec son torse ou ses bras, il peut être juste un bras comme ça, tu sais. Puis là, si j'ajoute à ça, s'il est assis, la personne est assise, ton joueur, ton athlète est assis en avant à droite, là, tu as la combinaison parfaite pour la personne est prête à aller lancer le ballon. Là. Elle est dans le combat, elle veut y aller, elle pense qu'elle va l'avoir. Donc, automatiquement, l'effet un peu d'autoconviction, l'effet placebo de je suis capable, tu sais, nécessairement, ça joue aussi sur le terrain. Ça traduit un peu, ça augmente les chances d'avoir le ballon. Est-ce que c'est la personne qui va assurément scorer? Non, on le sait pas. Mais c'est sûr qu'il y a plus de chances que cette personne-là score que la personne qui prend le moins en moins de place dans l'espace, le moins possible si on veut, qui a le menton baissé, surtout qui évite le regard du coach. Cette personne-là, elle veut pas y aller, mais elle n'a pas sur le terrain. Là. Elle a déjà pas confiance en elle à ce moment-là. Tu vas pas la prendre pour la mettre dans la pression extrême. Tu sais. Tout recroquevillé sur le banc. Oui, exactement. Ouais. Puis pour corroborer ça, il y a une étude, en fait, c'est pas une étude scientifique, c'est un travail, un gros travail de recherche qui a été fait en synergologie. J'ai une collègue qui avait fait comme travail, elle avait analysé avant je me souviens plus si c'est du judo ou du karaté, mais je pense que c'était du judo. Elle avait analysé 27 combats différents de judo et avant même que le combat se débute, elle était capable de prédire dans 74% des cas le vainqueur seulement avec le menton levé d'un des deux combattants. Ouais. Donc, elle choisissait, ben, finalement, c'était au bout de ses analyses qu'elle s'est rendue compte que le menton levé avant un combat d'un des deux combattants, à 74% des cas, permettait de prédire la victoire. C'est fort, là. Fait que ce seul indice-là permet déjà de savoir comme, ouf, tu sais, s'il y en a plusieurs qui sont comme ça, c'est dans ceux-là que je vais choisir. Maintenant, si en plus, il prend de la place, il est en avant, à droite, assis sur son banc, moi, c'est sûr que c'est là que je vais. Ouais, puis 75%, c'est énorme. C'est fort. C'est pas 55, là, c'est fort. Tu vois, en te posant cette question, ça m'a amené à une autre. Et je ne veux pas te piéger. C'est qu'en fait, ça m'a amené à une question. Je n'y avais pas pensé en rédigeant mes questions, mais on va être dans un match. Le match est serré, tu as tes joueurs, il y en a qui répondent, il y en a qui ne répondent pas. Et tu fais des changements. Et on a tous connu ça dans le basket. Tu vas avoir un jeune joueur qui n'est pas trop dedans, mais tu dis rien. Tu essayes de faire un bon management, mais tu fais un changement. Il va voir et là, il va regarder le changement parce qu'il sait que ça va être lui. Et il regarde, il fait « Pourquoi? Pourquoi moi? Mais non !» Et il sort, il met des coups de pied derrière les chaises, il passe derrière le banc, il envoie toutes les bouteilles en l'air et il va s'asseoir derrière le banc. Il se met à l'écart. Et toi, tu essayes de le ramener, mais il n'y a rien à faire. Mais il y a un autre joueur qui, lui, par contre, te regarde. Il fait ouais, il sort. Il ne dit rien. Il va s'asseoir au bout du banc et il ne bouge pas. Qu'est-ce que ça te donne? Qu'est-ce qu'il y a réellement dans leur tête et qui est le plus, entre guillemets, dangereux? Est-ce que c'est celui qui est sorti en tout cassant ou est-ce que c'est celui qui dit rien et qui garde tout à l'intérieur? C'est une excellente question à laquelle, malheureusement, je ne peux pas répondre parce que en synergologie, ça prend toujours un contexte. Là, tu m'apportes un contexte, mais moi, je ne suis pas là. Finalement, c'est un contexte qui est externe, mais le langage corporel total de la personne, je ne l'ai pas. Donc, c'est beau de dire il kick dans une poubelle, puis il fesse partout, il frappe partout. Mais moi, ce que je voudrais voir, c'est l'ensemble de l'œuvre, son corps au complet. Mais surtout, la personne qui bouge pas, qui s'en va s'asseoir au bout du banc, est-ce qu'elle s'en fout? Est-ce qu'elle accepte totalement le fait de se faire changer? Ou est-ce qu'au contraire, elle est dans un état d'esprit rebelle, puis elle ne te le dit pas, mais elle va te le faire payer d'une façon ou d'une autre? C'est là que ça devient intéressant. Donc, c'est lui qu'il faut regarder, mais à partir d'indices que moi, je n'ai pas présentement. Et c'est ça. C'est ce qu'on voit vraiment dans les formations, honnêtement. C'est ça qui se passe. Oui, et c'est ça qui est vraiment fou, c'est parce qu'en fait, celui qui va être le plus expressif, des fois, tu sais ce qu'il a. Exactement. Dans la tête. Et tu vas être capable de le gérer. Des fois, ça prend d'attendre un peu, ça prend d'envoyer, quand tu le fais habilement, ça prend d'envoyer un assistant pour lui dire « on sait que tu as fait de ton mieux, reste concentré, tu vas re-rentrer ». Mais celui qui finalement ne dit rien,
Lui, tu te dis, bon, ben, c'est correct, il a bien pris. Ça va aller, hein, il va rentrer. Mais il est peut-être fini pour son match. Mhm. Et en fait, tu ne le vois pas et tu ne fais pas l'intervention qu'il y a à faire Ah, derrière ouais, pour le garder dans le match. ouais. Ça aussi, Ça, c'est un ça peut être point. dangereux. Ouais, ça, c'est ça. Ça peut être un point intéressant C'est aussi. ce genre de truc-là qu'il faut regarder en tant que coach, là. C'est une Oui, belle intervention que tu viens de faire, là. C'est un beau oui. contexte. Mais merci. Et ça m'amène à la prochaine question sur la façon de gérer les joueurs. On en parlait un petit peu avant. Et tu sais, il y a des écoles de coaching différentes. On a déjà eu une question sur le coaching, mais il y a des écoles de coaching différentes. Et parfois, certains coachs qui sont dans une méthode un peu à l'ancienne, entre guillemets, moi, je ne critique pas ça parce que chacun a sa façon de faire, mais beaucoup sont sur le cri. Beaucoup, le coaching, c'est des émotions. Donc, c'est parfois difficile de gérer les émotions et certains, beaucoup, vont crier sur le joueur. Je ne veux pas dire par là des cris d'encouragement parce que ça, c'est cool, mais c'est un peu des cris d'instructeur. Et le coach va souvent te dire « Ah ouais, mais ça prend ça. Ça prend un bon coup de pied dans le train, c'est une image, pour les remettre sur les rails pour qu'ils jouent bien. » Et ça, en fait, ça a plusieurs… on voit les joueurs réagir de plusieurs façons. Mais ce qu'on disait, nous, c'est est-ce qu'il y en a un qui va dire « Ah oui, moi, ça me prend de me faire pousser justement pour être capable d'avancer et pour me motiver. » Il y en a d'autres qui vont rien dire et qui vont peut-être t'apporter une réponse à court terme, mais qu'est-ce qui se passe derrière? Et il y en a qui vont aussi t'apporter cette réponse et qu'on pense qu'on va les aider, mais qu'arrivés à 25 ans, ils arrêtent de jouer parce que dans leur tête, ça sera « ils me font tous chier, j'en peux plus ». Mhm. Donc, comment tu peux… Est-ce que tu as des indices qui te permettent d'adapter ton coaching? Qu'est-ce que tu regardes chez le joueur dans sa réaction? Parce qu'on en revient à dire qu'il ne te parlera pas. Non? Ben, Donc, en tout cas, rarement. ouais, on en revient à dire qu'est-ce que c'est ça. Donc, est-ce qu'il y aurait des indices corporels chez certains joueurs qui te feraient dire ah, ma façon de le gérer, puis ma façon de crier, lui, il ne prend pas bien ça. Mhm. Ouais. Absolument. Déjà, pour répondre à ta question, il y a toujours des indices, puis il y a toujours des signes, ou à peu près toujours des signes précurseurs non verbaux. Donc, déjà, dans le langage corporel, on a la réponse. À nous d'être assez forts après ça. Premièrement, il faut se former. Ensuite, il faut appliquer suffisamment pour être compétent. Parce que si c'est une formation supplémentaire dont on met l'attestation ou le cahier de cours dans le tiroir, ça vaut rien. Il faut l'appliquer pour devenir compétent. Mais le coach qui devient compétent voit nécessairement des items précurseurs à un changement important et il y a toujours des indices. Maintenant, dans un autre optique, je vais faire quelque chose. Là, pardonnez-moi les amis français qui nous écoutent parce que je pense qu'il y en a plusieurs. Je vais parler en jargon québécois. C'est comme un… Parfait. Je m'adresse à toi, le coach, qui s'est pas formé en synergo. Vraiment, là, je trouve ça vraiment merdique. Ta façon de penser, c'est vraiment nul. Honnêtement, si tu n'as pas fait synergo, tu es un peu stupide. C'est de ta faute. Maintenant, qu'est-ce que tu peux faire pour ça? Tu devrais le faire. Ça fait longtemps que je te dis de le faire, tu devrais le faire. Bon, je pourrais continuer longtemps comme ça. Mon but, c'est de faire un mini-sketch. Pardonnez-moi mon piètre talent d'acteur, mais c'est de faire comprendre si toi, t'es coach, tu m'écoutes, et puis que tu t'es pas senti vraiment réceptif à mes propos, ben c'est exactement ce que ton joueur sent quand tu écris après. Chaque fois que tu y apportes une critique négative et ou que tu cries, ton joueur t'a dans le cul. Peu importe ce que tu lui dis. Donc, à partir de là, est-ce que c'est bon de crier après un joueur? Si toi, tu penses que c'est la seule solution, que c'est nécessaire, tu as le droit, mais tu sais, faut se poser une question en tant que coach. Est-ce que le but là-dedans, c'est en tant qu'individu, que coach, est-ce que c'est d'augmenter mon ego, d'être vu comme un demi-dieu à cause de la prestance de mon titre, si on veut, ou si c'est d'apporter des résultats à mon équipe? C'est deux choses différentes. Là, je suis pas en train de dire que les coachs sont un ou l'autre. C'est juste qu'il faut se poser la question, est-ce que je fais les choses parce que moi, je sais qu'elles doivent être faites comme ça, ou si je suis assez humble pour me remettre en question, puis déceler que, oups, chez mon joueur X, mon joueur numéro 4,
Quand je lui crée après, il tripe vraiment pas. Il y a tel signe, il va me le faire payer plus tard de toute façon. À qui ça va jouer? Contre qui ça va jouer, ça? Contre tout le monde. Oui, Le joueur, il te le dira pas, il va te le faire payer. C'est bon ni pour toi, qui est coach, ni pour l'équipe, ni pour le joueur. Fait que ça bénéficie à qui de crier après les gens ou d'apporter une critique négative. Puis ça m'amène à un dernier point, parce que je ne suis pas coach de basket, je ne connais pas ce champ-là. Par contre, il y a un champ que je connais beaucoup, c'est le comportement humain. Il y a une chose qui est universelle, c'est que tu peux être ami pendant 25 ans avec quelqu'un. Parfois, il suffit d'une seule critique vraiment destructrice, négative, pour que cette personne-là t'en veuille toute sa vie. Puis que même si elle te pardonne juste à moitié. Donc, la critique négative qui n'est pas constructive, ça n'a rien de bon, rien. Comme crier après quelqu'un. Dans cette optique-là, tu sais, après ça, on en fait ce qu'on en veut, là, mais moi, je pense pas que c'est la méthode la plus efficace, ça, c'est sûr. oui. Non, c'est sûr. Et ça a mené, tout à l'heure, on en parlait dans la préparation, tu sais, dans le comportement de groupe. Dans un comportement de groupe, tu vas avoir, il y a quelque chose qui va se passer dans une équipe. Et on avait pris l'exemple de Boston Celtics, le problème de Ray Allen. Donc, je remets ça dans le contexte, on en avait parlé. C'est une équipe qui avait réuni des gros joueurs de basketball, Kevin Garnett, Ray Allen et Paul Pierce. C'est 3 gros joueurs de basket. Mais il y avait aussi d'autres talents dans l'équipe. Ils se sont réunis, ils ont gagné un titre en 2008. Mais après ça, bon, le niveau de la ligue a changé. Eux étaient des athlètes qui arrivaient quand même qui vieillissaient. Ils étaient encore très, très bons, mais ils vieillissaient. Il y a d'autres grosses équipes qui se sont montées et la compétition est devenue plus difficile et ils ont eu une grosse rivalité avec le Heat de Miami. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont perdu, je crois, pendant 2 playoffs. Et saison, il me semble, 2011 ou 2012, Ray Allen quitte Boston pour partir au Heat de Miami. Et ça a été perçu comme une grande traîtrise. Et tout le monde disait, et on entend même des joueurs dire ouais, mais on était comme des frères. Et puis, on avait une grosse rivalité avec eux. Puis, c'était notre frère et il nous a trahis. Même les fans ont envoyé des menaces de mort à Ray Allen. Et il disait, il nous a trahis, il est parti, on n'a pas compris pourquoi. Mais sauf que quand lui exprime son histoire, il y avait un bif. Il y avait une histoire avec un joueur et il s'entendait très, très mal avec un joueur de l'équipe. Mais on en parlait, des fois, on disait les joueurs ne parlent pas. Et certains vont avoir un code d'éthique. Parfois, ils viennent de milieux assez difficiles. Parfois, ils viennent de la rue ou quoi. Et ça se reporte sur le terrain. On ne snitch pas. On ne balance pas. Donc, ils ne vont pas dire ce joueur, il m'emmerde et ci et là. Mais il peut y avoir des signes. Comment est-ce que tu vas déceler une embrouille, entre guillemets, entre 2 joueurs? Est-ce qu'ils vont avoir un comportement spécial qui peut te permettre de désamorcer la bombe avant qu'elle explose? Absolument. Radicalement, oui. Puis en fait, oui, c'est absolument. C'est pas, il peut y avoir des signes, il y a des signes. Maintenant, il faut savoir quoi regarder. C'est ça qui est un peu malheureux et heureux. Il faut se former en synergo pour savoir quoi regarder. Parce que sinon, on a une intuition, mais on n'est pas capable de la rationaliser. On a l'impression que quelqu'un nous ment ou que quelqu'un s'entend pas avec quelqu'un. On ne sait pas pourquoi. Maintenant, quand on se forme en synergo, on peut faire bang, 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 bang. J'additionne ça. OK, le tableau est très complet. Maintenant, je peux intervenir. Puis, c'est sûr qu'il y avait des indices précurseurs, sûrs et certains. Il faut les déceler. Le coach qui est formé à ça, tant mieux parce qu'il peut intervenir en conséquence. C'est un peu, ça revient à la théorie de la relation, le truc qu'on voit au niveau 2 chez Synergo, qu'on ne voit pas à la base parce que ça prend quelques étapes. En fait, là, en Synergo, nous, dans le parcours officiel, on a 1700 codes, 1700 mouvements corporels à retenir avec un code long comme ça. Ouais. Puis là, on sait de quoi on parle. Mais chez Synergo, il y en a, je les ai pas comptés, là, il doit y en avoir un peu plus de 100. Là. C'est pas beaucoup, là, tu sais. Fait que ce que je fais, c'est que j'apporte les plus pertinents, les plus faciles à repérer, puis des trucs, parce qu'on mise beaucoup aussi sur l'efficacité, l'applicabilité.
justement pour que le coach, en une fraction de seconde, puisse se faire une idée à partir d'un seul mouvement, d'un œil qui est plus petit, d'une tête qui est tournée d'un côté ou qui est penchée d'un côté, d'un épaule qui est avancée par rapport à l'autre, de la distance par rapport à deux joueurs. Justement, ça, c'est un bel indice. Ouais. Deux joueurs qui ne s'entendent pas vont nécessairement avoir une distance physique plus grande que deux personnes avec qui on s'entend. Dans l'absolu, on touche uniquement les gens avec qui on est à l'aise. Ça, c'est vraiment le contact physique, le toucher. Donc, dans l'extrême de ça, ben, là, on entre dans des notions plus complètes, mais plus on s'éloigne de la personne, moins on est à l'aise ou on veut ne pas avoir affaire avec cette personne-là. Donc, c'est tous des indices précurseurs. Tu sais, là, tu as un trio de 3 joueurs qui est ensemble. Il y en a un qui ne s'entendait pas avec un autre. Probablement, quand ils étaient ensemble, il y en a un qui avait le menton plus élevé que l'autre rentrait son menton. Parce qu'en compagnie de cette personne-là, ça ne veut pas dire qu'il est comme ça tout le long de sa vie, là. Mais lorsqu'il est avec cet individu-là, l'autre l'écrase. Oui. L'autre devient justement le leader négatif, l'autre s'écrase, même si ça peut être un leader le restant du temps. Là, tu vois des dynamiques comme ça s'installer. Oui. Puis tu peux vraiment te permettre d'adapter ça rapidement. Celui qui est le moins à l'aise, donc là, on va s'amuser. Et on parlait justement du cas Rondo Ray Allen. Ray Allen a toujours essayé d'aller parler à l'autre pour régler les affaires. L'autre se protégeait et réfutait tout. Et il lui disait même, j'ai plus que 11 matchs à te supporter, après tu vas dégager de l'équipe. Okay. Donc, est-ce que moi, de la façon dont tu parles, je me dirais peut-être que Ray Allen va rentrer dans le vestiaire avec le menton levé, et peut-être que quand Ray Allen va rentrer dans le vestiaire, Rondo va baisser les yeux, puis peut-être baisser son menton. Mm-hmm. Du coup, c'est sûr, c'est presque sûr qu'il détourne son regard, mais dans tous les cas, le type, parce que là, je ne me souviens pas des noms, je ne les connais pas, croyez-moi ou non, le type qui ne voulait pas discuter avec l'autre, dans tous les cas, pour moi, il est dans une forme de vigilance cristallisée. Là. Il veut rien savoir de l'autre, puis il admet même pas que l'autre puisse avoir raison. Maintenant, il y a des façons de désamorcer ça, il faut les connaître, il y a des interventions adaptées, d'où je disais au début, lorsqu'on questionne selon le geste observé, il y a des interventions à faire sans nécessairement avoir recours à un psychologue, mais il faut désarmer ça, c'est sûr. Puis là, c'est parce que c'était rendu loin déjà. Donc, il y a des signes précurseurs avant que ça escalade comme ça, mais même à ce niveau-là, il y a moyen de faire quelque chose. Et ça, c'est vraiment intéressant parce que, tu vois, ça me remémore, moi, des trucs que j'ai eus en tant que coach, parce que c'est vrai que j'avais tendance à observer énormément le comportement des joueurs. Quand il y avait un bif dans une équipe, quand il y a 2 joueurs qui ne s'entendaient pas, par exemple, on allait en avoir un qui allait être dans le vestiaire et qui allait parler normalement. Aussitôt que l'autre joueur rentrait, l'autre était peut-être un peu plus en confiance. Sourit, commence à parler, l'autre se ferme. L'autre est de l'autre côté du vestiaire, comme ça il commence à baisser la tête, il fait ses lacets. Il est là, il essaye de partir, il essaye de sortir du vestiaire dès que son maillot est là. Il dit écoute, je suis en train de parler, tu restes. Oh non, non, mais c'est bon, je ne peux pas aller m'échauffer. Ça met un malaise direct entre les deux et un changement de comportement. Et on voit qu'il y en a un qui s'écrase par rapport à l'autre. Donc, c'était vraiment, c'est vraiment quelque chose, moi, que j'ai pu voir, en tout cas, dans la pratique de coach que j'ai eue, quoi. C'est pour ça que je parle du niveau 2 un peu, excuse si je ne voulais pas te couper. Dans le fond, c'est important en one-on-one, la synergologie, mais c'est aussi important parce qu'on voit des dynamiques entre les gens. Puis il faut la synergologie, justement, ça fait en sorte qu'on n'étiquette pas quelqu'un bon ou mauvais ou tel truc ou telle couleur de personnalité ou on permet à la personne d'être ce qu'elle est au moment où elle l'est parce que ça peut changer à chaque seconde. Oui. Comme tu dis, la personne peut être un leader. Dans le vestiaire, il peut y avoir d'autres joueurs, c'est le leader, mais dans le fond, c'est quand arrive un leader qui l'écrase, c'est l'autre qui devient le leader ou le dominant plutôt. Puis, tu sais, c'est ça, il y a des dynamiques comme ça. Ça, c'est le niveau 2. Tu sais, faut, c'est ça, ça bouleverse un petit peu tout. Ensuite, les minutes. Alors, par rapport à quelque chose que Martin Dussault m'a toujours dit, je le prends toujours en référence parce qu'il est vraiment très expérimenté dans tout ce qui est rapport social dans un groupe. Et lui disait, puis c'est vrai que ça choque beaucoup de coachs, nous, on veut que tout soit bien. Les entraîneurs, on planifie. On est des planificateurs. Donc, on planifie une pratique, ça doit durer 75 minutes, tout est timé. Et là, je me rappelle que dans cette équipe, il y avait un petit conflit de génération. Son assistant est une sommité du basketball
pour qui j'ai le plus grand respect, et qui est très à l'ancienne et qui au début disait hey, c'est 7 heures là, on doit rentrer sur le terrain, l'entraînement débute à 7 heures. Et Martin disait les 5 minutes qui vont avoir de retard, ce n'est pas du retard. Si on commence la pratique à 7h05, moi, ça me permet de les voir et de les observer pendant 5 minutes. Où est-ce qu'ils en sont? Toi, c'est quoi ta vision par rapport à ça? Par rapport à Moi, observer le comportement des joueurs quand ils rentrent dans la salle, de prendre un temps justement pour faire ça. Moi, je suis totalement du même avis que Martin. Je pense que c'est pas du temps perdu, ça. Maintenant, je comprends qu'il y a un planning aussi parce que finalement, les coachs de basket ou les préparateurs physiques, c'est un peu le même truc. C'est qu'il faut planifier à long terme. Ça prend de discipline, ça prend de rigueur, qui est scientifique ou pas, mais ça prend un plan de match. Ça, c'est très bien, c'est indispensable pour avoir des athlètes de haut niveau, puis les faire évoluer, mais ça prend aussi un minimum de flexibilité en relation humaine. Puis ça rejoint un peu ce que Martin fait. Et ça prend les deux, en fait. Ça te prend un planning de la mort, mais ça te prend une flexibilité pour dire, OK, finalement, est-ce que, bon, dans ce cas-là, est-ce que j'ai perdu mon temps? Moi, je pense qu'il n'y a vraiment pas de perte de temps là. Maintenant, s'il y avait des exercices X à faire pour améliorer leur qualité physique X, ben là, c'est d'autres choses, tu sais, c'est un autre. Mais en aucun cas, observer les joueurs ensemble, c'est du temps perdu. Tu vois, ça me rappelle, j'ai un ami, je ne dirai pas son nom là-dessus, qui est un préparateur physique aussi renommé et qui me disait je planifie plus que des squelettes. Mais par Mhm, là, ce qu'il voulait me dire, c'est que grosso modo, sa planification était ultra flexible. Il sait mhm. qu'est-ce qu'il veut développer à ce moment-là, mais il me disait, je planifie plus que de cette façon, qui est moins précise, parce qu'il y a toujours quelque chose qui foire. Absolument. Il dit, j'en ai eu marre dans mes saisons d'avoir toujours à me réajuster par rapport à des blessures, par rapport à des comportements émotionnels, par rapport à des choses vécues par le joueur. Donc, on planifie, oui, mais peut-être moins dans le détail. Je sais que je veux faire ça parce qu'après, il va y avoir une adaptation au jour le jour. Et ce que disait justement, ce que nous faisait comprendre, ce que j'ai compris en fait en réfléchissant à ce que disait Martin sur ces fameuses 10 minutes, c'est qu'en fait, des fois, des pratiques tournent mal. Et tu as des joueurs qui ne sont pas dans un mood ou qui sont fatigués, qui ne sont pas capables ce jour-là de faire telle et telle chose. Et qu'est-ce qui va se passer? Toi, tu vas demander encore plus, tu vas être encore plus rigoureux, tu vas aller vers là, et eux vont aller vers là. Et ça va exploser. Et tu ne vas pas avoir ce que tu veux. Donc, ces fameuses 10 minutes peuvent te servir à dire, OK, j'ai planifié ça, on ne peut pas faire ça aujourd'hui. Je suis totalement d'accord. Puis regarde, on va faire du concret. Moi, la préparation physique, puis la périodisation, en fait, je reconnais la valeur de la périodisation. Absolument, là, j'enlève pas de périodisation. Pour un athlète à long terme, ça joue vraiment sur les qualités physiques. Donc, ça prend de la périodisation. Là où j'entre un peu dans ce que tu dis, c'est que justement, ça prend de la flexibilité. Donnons un exemple concret. Je suis préparateur physique. J'entraîne, tiens, pour rester dans le basketball, j'entraîne un athlète de haut niveau en basket. Donc, ça fait 1 an et demi que je le suis. Il est rendu à une étape où je dois y offrir un programme d'entraînement qui cadre dans la périodisation, qui est très exigeant, ce programme-là. Donc, d'une durée de, je ne sais pas, 4 ou 6 semaines. Il est rendu à une étape exigeante physiquement. Je viens pour lui donner ça, je lui donne, puis 2 jours après, l'athlète entre dans mon bureau pour X raison. Là, puis je vois que, pouf, on voit le blanc de son œil en bas à gauche. Tiens. Je comprends déjà qu'il y a un stress émotif fort probable à ce moment-là. Je me mets à parler avec, finalement, parce que j'ai vu ça, tu sais. Puis je me mets à parler avec, finalement, il est en pleine séparation. Est-ce que je suis assez imbécile pour le faire demeurer dans ce moule rigide-là de performance ultime, alors qu'il est dans une période de stress mental et émotif dans ce moment-là? Tu sais, là, c'est quoi les risques à ça? Là? Il risque de se blesser, il risque de décrocher de ce qu'il fait parce qu'il n'aime plus ça, il n'est plus dans l'état mental, émotionnel pour ça. Il y a plein de risques négatifs à ça. Ou si je m'adapte et justement, je vais mollo, regarde, on va y aller au jour le jour. Là. Tiens, Martin, qui s'appelle
ton athlète, je comprends absolument tout ce que tu me dis, puis je suis à 100% avec toi. Sache que je t'épaule là-dedans, je te laisse pas tout seul. Maintenant, si tu veux continuer la préparation physique du basket, ce serait peut-être une bonne chose, à toi de voir. On peut rendre ça un peu plus mollo les prochains jours qui vont suivre, puis on va prendre un peu ton pouls à travers ça. Donc, on laisse pas tomber totalement, mais on fait en sorte que ça te fasse pas trop chier, ça te mine pas davantage. Tu sais, laquelle des deux s'approche est la meilleure? Selon moi, c'est une évidence même, là. Oui. Mais je te laisse finir la réponse un peu là-dessus. Qu'est-ce que tu en penses? Ouais, mais ça, c'est un super outil que tu donnes parce qu'on reste dans le contexte que l'athlète ne parle pas. Et au plus, il est formé à la performance, selon les entraîneurs qu'il a eus, il va être poussé à ne pas parler. Parce qu'on on parlait de mon expérience personnelle tout à l'heure quand on se préparait. Et en fait, des fois, tu vas rentrer dans un centre de formation, la concurrence est gigantesque, puis tu vas avoir parfois des entraîneurs qui sont assez durs et des entraîneurs qui vont mettre en avant le fait, des fois ça va aller jusqu'au prédateur, mais mettre en avant le fait que tu as de la chance d'être là, que tu as de la chance, et puis si tu n'es pas là, personne ne va vouloir de toi. Puis qu'est-ce que tu vas devenir si on te vire? Donc, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que de là, tu vas aller échanger facilement avec ton entraîneur? Tu vas dire non, non, moi, je dis rien, je fais ce qu'il dit, je me la ferme. Tu vois, c'est ça. Les blessures, moi, je me rappelle, les blessures, j'ai été blessé énormément quand j'étais jeune. Mais on disait toujours, oh, il n'est pas vraiment blessé. Il n'est pas vraiment blessé, lui, là. Lui, il fait du cinéma, il n'a pas envie de jouer. Il veut se reposer, donc il n'est pas vraiment blessé. Mais l'athlète est blessé. Et ce qui fait que, finalement, tu en arrives petit à petit à ne plus rien dire à l'entraîneur. Et ceux qui vont passer derrière sont obligés de voir le blanc de ton œil pour voir que tu as un problème émotionnel. Mais si on n'est pas formé à voir des choses comme ça, tu ne le sais jamais ce qu'il a, ton athlète, parce qu'il ne va pas te le dire. Absolument. Il va pas te le dire. Moi, j'avais des entraîneurs qui me disaient ouvertement, les blessés, on n'en veut pas, on les vire. Est-ce que tu crois qu'après, j'allais dire que j'étais blessé? Oui, c'est vraiment vrai. C'est un encouragement à ne pas verbaliser finalement. Oui. Donc, puis là, ça amène aussi une autre notion. Tantôt, je parlais des deux aspects qui apportent les non-dits un peu dans la construction du jeune enfant. Maintenant que tout le monde a ces non-dits-là, il y a des relations d'autorité qui se forment dans la vie. C'est sûr et certain, ou presque, que ton coach a une relation d'autorité avec l'athlète. Donc, à ce moment-là, ça ne fait qu'amplifier les non-dits. Ça encourage les non-dits parce qu'il y a une relation de… C'est comme si je m'en vais voir mon médecin, il y a un sarrau blanc, puis un stéthoscope autour du cou, puis je m'en vais l'ostiner lorsqu'il me donne un diagnostic. Ça se fait pas. C'est lui l'expert. C'est ça, la relation d'autorité. C'est lui qui a étudié là-dedans. Il doit savoir de quoi il parle. Je me tais de plus en plus. Déjà que j'avais des filtres et des non-dits, j'en ai encore davantage. Oui. Fait que tout J'avais une passe par… image pour ça. J'avais une Comment? image pour ça, que je m'amuse à écrire des fois, puis j'avais une image pour ça, et je me disais, moi je suis sur Terre, mon objectif c'est les étoiles, le coach c'est la passerelle qui va me faire monter. C'est une belle S'il image. est là, c'est que c'est la meilleure passerelle. On est dans un centre de formation, c'est un club pro, s'il est là, on ne remet rien en question, c'est que c'est le meilleur. Et s'il lui dit que je suis pourri, c'est que je suis pourri. Mm-hmm. J'adore. Et tu vois, donc c'est ça qui va tout enclencher, c'est ça qui va faire que parfois, donc souvent même, l'athlète se referme et que, comme tu dis, tu vas être obligé de regarder. Et on en vient à se dire, comme on riait tout à l'heure, on disait, est-ce que finalement le coach qui agit comme ça va être prêt à regarder et à se former en synergologie? Il a des étapes à passer avant ça, tu vois. Donc ça, c'est un peu drôle, mais par contre, ça va aider le coach qui arrive après. Vraiment. Moi, j'ai eu des gens très doués qui m'ont récupéré. J'ai des athlètes qui ont des gens très doués, qui observent beaucoup de choses et qui arrivent à récupérer des jeunes. Donc, si après, toi, tu es formé comme ça, puis que tu as ta carapace, moi j'appelais ça la carapace, et que tu ne vas jamais rien dire, mais qu'il y a quelqu'un qui est capable de déceler des choses sur ton visage, sur ta façon de te comporter pour t'aider quand même. Là, l'exemple que tu as donné, c'est génial. Le gars, il arrive, il a sa carapace, il est crevé. Toi, tu décèles que grâce à son œil, il a un problème émotionnel. Tu vas creuser.
Puis tu vas voir qu'il a des problèmes avec sa femme et tu vas t'adapter. Si tu n'as pas fait ça, tu vas planifier, tu vas continuer sur ta planif de malade, tu vas le bousiller et tu vas arriver à rien. Exactement. Ça empire la situation. On creuse notre propre tombe. Celui de l'athlète, celui de l'équipe et la nôtre. Parce que tout le monde travaille pour rien là-dedans. Donc, c'est seulement de déceler le mieux possible, le plus rapidement possible, qu'est-ce qui se passe chez l'athlète. Ouais. Puis, tu sais, c'est important aussi de comprendre qu'il y a une notion de confiance aussi. Tu sais, je disais la relation d'autorité. Le coach, faut absolument qu'il comprenne qu'il est dans une relation. Et puis là, il y a des coachs qui vont détester ce que je veux dire là. Ouais. Du coaching, peu importe quelle forme de coaching, c'est une forme de relation d'aide. Là, je suis pas en train de dire que vous êtes obligé d'être psychologue, d'offrir un thé à votre athlète puis d'y flatter le dos en même temps. Là, on n'est pas là du tout, là. Mais c'est une forme de relation d'aide. Il faut absolument que le coach sache que finalement, son rôle à lui, c'est d'une quelconque façon, c'est d'optimiser son athlète pour qu'il évolue le plus possible puis qu'il performe sur le terrain. À l'intérieur de ça, il y a mille et une façons possibles. Ça peut passer par la discussion, ça peut passer par les drills, par la préparation physique, mais il faut être capable de mettre son athlète en confiance, oui. Qu'il soit capable de tout nous verbaliser. Puis là, justement, quand on est formé en plus, parce qu'on ne fait pas affaire, c'est pour ça que je dis de la relation d'aide, parce que on n'est pas des mécaniciens là, en coaching. Là, c'est pas un auto, là, c'est pas je change le différentiel puis que je tape à coup de masse ou à coup de marteau, il se passe rien, c'est le même résultat. Ouais. On fait affaire avec des humains qui ont des sentiments, qui ont des vies, eux autres aussi. Ils ont pas, tu sais, parce que l'athlète, là, sa vie, là, c'est en grande partie son sport, mais il y a quand même d'autres choses dans sa vie. Là. Il y a peut-être une femme, il y a peut-être des enfants, il y a des amis, et, il y a un paquet de trucs. La fatigue, beaucoup de choses à prendre en compte. Ouais. Et ça mène à une question, ça c'est l'enchaînement parfait, que tu avais beaucoup apprécié quand on en discutait. C'est le comportement de l'athlète après un échec. Mais je te dirais plus dans ce cas-là, par exemple, sur un échec immédiat, on est dans un match et il y a la réaction du coach par rapport à ça. On est dans un match et ton joueur qui est un shooter et un scoreur incroyable, ben, il rate ses tirs. Il rate ses tirs. Et souvent, on va voir des gestes d'émotion là-dessus. Il va se mettre à crier, il va se mettre à sacrer, à insulter. Comment, justement, est-ce que tu réagis par rapport à ça? Lesquels est-ce qu'on va laisser sur le terrain? On parle souvent d'un athlète, donc, qui va être capable, on dit l'athlète qui va être bon, qui va performer, qui va devenir professionnel, c'est celui qui abandonne jamais. C'est celui qui va prendre 5 tirs, qui va rater les 5 et qui va continuer et qui va marquer le 6e, le 7e, le 8e et qui va te faire gagner le match en fin de compte. Mais en fait, ça va dépendre beaucoup de la personnalité du joueur. Donc. Et tu vas avoir des joueurs, comme je disais, qui vont s'énerver. Moi, je prenais l'exemple de la séance de tir. Et je me disais, on va avoir des joueurs qui vont rater un tir. Ils ont 10 tirs à faire. Il va prendre son premier shoot, il rate. Il prend son deuxième tir, il rate. Il rate le troisième et va dire « merde !» Et il commence à s'énerver. Et là, il commence à baisser la tête, il ronchonne, donc il arrive, il n'est plus du tout prêt à tirer. Il prend son 4e tir, il le rate. Il met un coup de pied dans le ballon qui part de l'autre côté de la salle. Moi, généralement, ce que je vais leur dire, c'est « viens me voir ». Et je vais leur dire « j'ai jamais connu aucun joueur, aucun, qui shootait pour rater. Ce que je te demande, c'est de tirer du mieux que tu peux. Si tu rates, ne t'énerve pas, ça ne va rien changer. Je sais que tu fais de ton mieux. Mais des fois, il y a des entraîneurs qui, pendant un match, quand le joueur va avoir tendance à rater, c'est « applique-toi, il faut que tu les mettes ». Il y a un maximum de pression qui est mis par rapport à ça. Moi, j'ai même eu des coachs qui disaient « 2 tirs ratés, vous sortez ». C'était « je compte, hop, tu as raté le premier, tu rates le deuxième, tu sors ». C'est vraiment très poussé. Mais comment est-ce que tu peux t'adapter par rapport à ça, justement? Je trouve ça drôle. Ouais. Je trouve ça drôle ce que tu dis parce que ça nous ramène un peu ben, premièrement, ce que tu as fait, la phrase que tu as dit, ça remet l'athlète en confiance parce que toi, tu lui fais savoir que tu lui verbalises que tu sais qu'il fait de son mieux, tu lui enlèves de la pression. Ça, c'est une des meilleures choses à faire. Enlever de la pression le plus possible à ton athlète parce que de la pression,
il peut en avoir du public, il peut en avoir de lui-même parce qu'il est habitué à la performance depuis qu'il est jeune, ça peut provenir de la maison, on ne sait pas, ou il peut en avoir du coach. Fait que plus tu es capable d'y en enlever de la pression, mieux il va performer, ça c'est une évidence. Mais ça me ramène aussi aux enfants parce que je me dis finalement, ton athlète, là, pourquoi tu le coacherais différemment que tu coaches tes enfants? Si ton enfant te fait un dessin à l'âge de 6 ans, est-ce que tu vas vraiment lui dire, Thomas, il est nul à chier ton dessin, applique-toi? Tu ne diras jamais ça. Tu C'est vas clair. l'encourager, tu vas lui dire, hey, wow, il est beau ton dessin, je te Ça félicite, fait hein, 4 il est beau doigts, ton c'est âme. nul. Puis à force d'être encouragé, il va peut-être dessiner de plus en plus, puis avec l'âge aussi, la pratique, il va Ouais, dessiner de mieux en mieux, même s'il ne devient pas un artiste, mais c'est le même concept. Ton athlète, si tu lui apportes une critique négative, alors qu'il est dans le moment où il ressent le plus de pression, c'est la pire des choses à faire. ouais, La meilleure réaction, c'est celle que tu as eue, c'est clair. Hein. ouais. C'est intéressant le parallèle que tu fais avec les enfants. Moi, je vois avec les miens et j'ai toujours peur. Tu sais, on me met dans la famille, je suis souvent mis en avant par rapport au fait que j'ai joué au basket à un bon petit niveau, que maman aussi a joué au basket à un très bon niveau, que j'ai réussi à partir une entreprise, à des trucs comme ça. Et moi, la façon, tu sais, des fois, tu vas avoir des gens à succès comme ça qui vont mettre beaucoup de pression sur les enfants. Oh, tu as eu cette note-là, c'est pourri. Oh, tu fais ça, tu pourrais beaucoup mieux faire. Moi, j'essaye en fait toujours de réagir à l'opposé. C'est-à-dire, comme tu disais, pour le dessin, je vais les encourager. Souvent, s'ils ont fait quelque chose qui n'est pas très bien, ben, je vais essayer de positiver beaucoup, beaucoup, beaucoup. C'était le petit parallèle par rapport à ça. J'ai trouvé vraiment intéressant ton rapport justement avec l'enfant. Parce que grosso modo, pourquoi est-ce que les enfants des autres que tu coaches, tu leur dirais, oh, ton tir était pourri, tu as mal fait ton truc, et tu serais cash comme ça, alors que tu ne le fais pas avec tes enfants Exactement. le trois quarts du temps. Mais bon, des fois, ils font avec leurs enfants aussi. Oui, ben oui, puis souvent les athlètes, parce que je les connais pas, mais c'est sûr que plus l'athlète est de haut niveau, dans les sports de haut niveau, il y a une notion de performance. Et souvent, ces gens-là, lorsqu'ils sont auto-performants comme ça, c'est qu'ils proviennent d'un milieu familial où la performance a été ultra valorisée, voire survalorisée. Je dis pas que c'est le cas toujours, mais ça peut souvent être le cas. Donc, c'est sûr que si toi, en tant que coach, tu es capable d'enlever de cette pression-là en lui disant check dude, moi je sais que tu fais de ton mieux. Aie donc du fun, puis regarde, tu sais, en restant dans des paramètres un peu stricts quand même, là, fais pas ce que tu veux, mais fais de ton mieux. Tout ce que je te demande, c'est de t'appliquer. Le résultat, je m'en tape. Tu viens d'y enlever une énorme partie de sa pression. Je pense que c'est une très bonne chose à faire. Oui. Et est-ce que on arrive, le temps avance, on arrive à la dernière question. Et c'est un peu un enchaînement. Là, on a parlé, tu sais, une réaction courte dans le temps. Un athlète rate un tir, qu'est-ce qui se passe, comment est-ce qu'on peut le remettre sur les rails, comment est-ce qu'on réagit avec lui. Et maintenant, on va voir ça sur quelque chose de plus important. Par exemple, après un match ou après une série de défaites ou de contre-performances. Euh, en fait, ton athlète va adopter un certain comportement, il va réagir d'une certaine façon. Est-ce que tu vas pouvoir déceler des indices qu'il va te donner, qui vont te permettre justement de désamorcer une bombe qui pourrait pourrir sa saison? Tu vois, il finit son match, il a mal joué. Moi, je te donnais l'exemple de l'ultra compétiteur. Moi, j'étais un ultra compétiteur. Et on va avoir tendance à penser l'ultra compétiteur veut gagner des matchs. Moi, je vois un peu différemment. Moi, je dis que le compétiteur veut gagner des matchs, le gros compétiteur veut être bon. Moi, je devrais peut-être avoir un peu de honte à dire des choses comme ça, mais ça me touchait 2 fois moins de perdre un match que de faire un mauvais match. J'étais capable de perdre un match et d'être content parce que j'avais mis des points. Et j'étais capable de gagner un match et d'être mécontent parce que je n'avais pas mis mes points. Mais donc, tout le monde va être dans l'ambiance du vestiaire. On a gagné, c'est génial. Toi, tu vas pas. Tu te dis, si je fais la gueule de façon apparente, c'est salaud. Donc, tu fais semblant d'être un peu, tu sais, dans le mood, mais ça te détruit sur 3 jours, 4 jours, 5 jours. Moi,
en fait, ça anéantissait ma confiance sur 3, 4, 5 jours, voire même sur le match de la semaine suivante. J'ai mal fait ça, j'ai mal fait ça. C'est parce que j'ai mal dû m'entraîner de cette façon, j'ai mal dû. Mais j'en parlais pas. Et est-ce que tu peux donc déceler un comportement dans le vestiaire après une défaite ou après un match gagné, mais que tu vois que ton joueur est complètement, enfin pas complètement, mais que lui par contre il n'est pas satisfait. Est-ce que justement tu peux voir un comportement, déceler un comportement et mettre en place une intervention qui va permettre d'éviter que ce joueur-là compromette la suite de son championnat ou du moins des matchs à venir? Ma réponse là-dessus est catégorique. Oui, c'est sûr qu'il y a des indices. Finalement, le corps expose, exprime, reflète l'état intérieur. Donc, si tu es déçu, ça va paraître. Si tu es désappointé, amer, ça va paraître. Si tu es colérique, ça va paraître. Si tu es rageur, agressif, ça va paraître. Si tu es triste, ça va paraître. Donc, tout paraît. Maintenant, c'est sûr qu'il y a des moments où ça détonne. Si justement tout le monde est dans l'ambiance, puis il y en a un ou deux qui ne le sont pas du tout. Puis là, il y a des items aussi à valence négative, des marqueurs corporels qui sont à valence négative. Par exemple, les coins de la bouche qui partent vers le bas, même si le reste du visage ne semble pas triste ou colérique. Il y a plein de petits trucs comme ça, là, tu sais. Les yeux, justement, un peut être plus petit que l'autre. On voit du blanc, on voit, tu sais, il y a plein de trucs. L'axe de la tête. Puis, que ce soit avant un match ou après un match, déceler des items négatifs chez ton athlète, ça n'augure rien de bon pour la suite. Donc, avant un match, c'est pas bon. Avant un entraînement non plus. Puis après un match, non plus. Puis là, ben maintenant, c'était au coach d'intervenir par rapport à ces items qu'il a vus. Apprendre, premièrement, il faut que tu prennes l'athlète en one-on-one, en privé. Parce que devant les autres, c'est le jugement d'autrui. Il y a trop de biais là-dedans. Il faut que tu le prennes, tu l'amènes en privé. Puis si tu penses qu'il y a un enjeu par rapport à ce que tu as vu, puis là, tu le mets en confiance, tu lui demandes ça va-tu? Qu'est-ce qui se passe? J'ai cru remarquer que tel truc. Là, plus on avance là-dedans, plus on est adroit en questionnement. Il y a des formes de questionnement en passant chez Synergo, là. Mais plus on avance aussi dans la vie, plus on devient adroit. À un moment donné, là, ça devient presque un jeu d'enfant, tout ça. Honnêtement, là, là, on parle, puis ça semble un peu compliqué. On dirait que c'est comme une science occulte, mais finalement, un jour, ça devient une seconde langue, comme si j'entendais parler anglais. Pouf, j'ai compris ce que tu voulais me dire, je t'emmène là, je te Tu pose... développes des réflexes. Exactement. Tel item, telle question. Pouf, on tombe en plein dans le sujet que l'athlète ne m'aurait jamais verbalisé. Ouais. C'est là qu'on s'en va. Ouais, tu développes des réflexes petit à petit par rapport à ça. Une question Ouais. en rapport, ça me vient juste comme ça. Dans ce fameux langage corporel, est-ce qu'il peut devenir, est-ce que tes indices, est-ce que ça peut devenir de la symptomatique? Élabore Parce un que, peu. en fait, moi, ce qui m'a amené à te poser cette question, c'est qu'en fait, tu nous as dit, pardon, euh, que l'œil va être plus petit des fois. C'est ce que tu disais, on va avoir Oui. plus de blanc Oui. dans les façons de réagir, Est-ce que il peut y avoir des symptômes? Je Parce comprends qu'on mal ta sait question. maintenant que le stress, l'anxiété, tout ça, c'est quelque chose qui développe une certaine symptomatique. Oui, OK, je comprends mieux ta question. Ben, en Ouais, fait, il y a des items qui peuvent apparaître dans plusieurs plans ouais. différents, mais il y a des items qu'on appelle pathognomoniques. C'est un gros mot, là. Mais ce que ça veut dire en termes médicaux, un truc pathognomonique, c'est que un symptôme égale une maladie. En Ouais. synergologie, ils sont très, très, très rares, ces items-là, mais il y en a quelques-uns. Il y en a 3, 4. Puis, pour t'en donner un concret, lorsqu'on voit le blanc sous les yeux d'un individu, et puis qu'il n'y a pas la tête penchée, là, que c'est vraiment un affaissement des fentes palpébrales, des feuillets palpébraux inférieurs. Donc, pouf, il y a un affaissement, on voit du blanc. C'est associé à 85% des cas et plus à un mal-être intérieur. OK. Euh, donc, déjà là, c'est pas symptomatique, c'est pas pathognomonique parce que c'est pas à 100%. Sauf que ça reste que c'est très, très, très puissant. Puis, il y a un synergologue médecin qui a fait un travail de recherche là-dessus. Puis, lui, il examinait des patients qui étaient, euh, qui étaient dépressifs. Puis, il a déterminé que dans 66% des cas, les patients qui étaient dépressifs avaient
le blanc sous les yeux visible. OK. Donc, c'est ce genre de truc. Oui, il y a des trucs qui sont plus symptomatiques. Il y en a d'autres qui le sont presque totalement. Il faut toujours se garder une marge de manœuvre, mais tout ce qu'on voit dans le parcours synergologique au complet, c'est 85 et plus de fiabilité si on apprend comment bien les interpréter. Mais c'est extrêmement fort, 85 là. Est-ce que ça peut être des douleurs? On entend toujours, tu sais, des athlètes, c'est vrai qu'il y a des blessures, c'est du sport, tu sais, mais souvent, on va voir des athlètes qui ne sont pas dans une situation de confort, qui vont avoir des douleurs. Un mal au dos qui va être plus prononcé, des ischio-jambiers qui sont plus problématiques. Est-ce que, justement, un état de stress ou un inconfort d'un joueur face à une situation peut amplifier des symptômes de douleur? Bien, en fait, les symptômes de douleur, nous, on n'en tient pas compte en synergologie parce que ce qui nous intéresse, c'est vraiment le langage corporel en interaction. Maintenant, tu sais comme moi que si tu as fait une séance de jambes particulièrement douloureuse, brutale, bon, 2 jours après, ça se peut que tu aies de la misère à marcher. Donc, Ouais, c'est sûr que là, si on se met dans l'œil du synergologue, qu'on voit quelqu'un marcher, puis qu'on ne sait pas qu'il a fait un entraînement de jambes il y a 2 jours, on ça va peut. dire, bon Dieu de merde, je sais pas ce qu'il y a, mais il marche vraiment bizarre. Puis là, on va se mettre à... Tu sais, ça devient de la suranalyse, donc on ne tient pas compte de ça. OK. Au même titre que quelqu'un qui je sais pas, moi, en posturologie, tu sais, je suis pas expert en posturologie. Là, il y a une hypersyphose, puis il se promène comme ça. Mais moi, c'est pas ça qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est pourquoi est-ce que cette personne-là, cet individu-là, se promène toujours comme ça, puis soudainement, un moment où il est fier dans sa vie, il fait ça, il se tient comme ça pendant 28 secondes, alors qu'il est classé comme dans une limitation physique catégorisée, étiquetée, mais pendant un moment, oups, ça paraît plus qu'il y a une syphose. C'est Sa, ça qui perception, m'intéresse. sa perception de lui-même joue. Oui, exactement. Puis c'est ça le langage corporel. C'est ce que je te disais tantôt, c'est que le corps va toujours exprimer d'une façon ou d'une autre comment tu te sens à l'intérieur. Puis dans le fond, c'est de déceler, oui, apprendre par cœur, tel truc veut dire ça, tel truc veut dire ça, mais c'est de déceler à quel moment ça arrive, sur quel mot, sur quel propos, dans quel contexte précis est-ce qu'il y a eu un changement, un mouvement corporel. Puis là, c'est facile à lier après, là. Ouais. Tu sais, sur tel mot, sur tel propos que j'ai émis, pouf, la personne est partie en retrait sur sa chaise, elle veut plus participer à la discussion. Wow! Je sais que là, il vient de se passer un truc là, dans les derniers mots. Là. Tu sais, c'est pas 10 minutes avant, c'est pas 10 minutes après. Donc, c'est facile pour moi de lier ça. Ouais. Pose une question là-dessus, pouf, ça revient. Ouais. Ouais, je vois ça. On va terminer avec, en fait, il y a quelque chose qui m'intrigue un peu. C'est par rapport à tes formations, parce que tu es revenu de temps en temps sur les formations. Est-ce que tu peux nous décrire tes formations? Il y a combien de niveaux maintenant? En fait, moi, j'offre 3 niveaux de 2 jours. Il y en avait 4 avant. Là, j'ai fait un condensé parce que j'ai décidé de condenser la matière encore plus. Les gens proviennent des 4 coins du Québec. Même, il y en a qui se déplacent d'encore plus loin. Puis, je voulais que les gens se déplacent le moins souvent possible, donc 3 fois au lieu de 4, 3 week-ends. Puis, c'est encore plus condensé. Les gens aiment encore mieux ça. Est-ce que tu en offres en ligne? Oui, je viens de débuter en ligne. C'est en ligne depuis une semaine ou deux. J'ai le niveau 1 en ligne qui est sur l'Institut Neuroperformance. Là, je peux pas apposer de lien ici, là, mais peut-être en dessous de ton truc, je pourrais. Oui, bien sûr, on pourra tout OK. le mettre. Et juste pour que les gens sachent, euh, c'est quoi en fait tes directives de chaque niveau? C'est quoi les objectifs de chaque niveau? En fait, au niveau 1, c'est vraiment une initiation de la synergologie. Moi, j'appelle ça de la synergologie appliquée parce que je l'applique à chaque métier différent. Puis là, comme je le fais en coaching sportif, c'est appliqué pour les coachs sportifs. OK. Dans le niveau 1, ce qu'on voit surtout, c'est premièrement une introduction qui élabore vraiment qu'est-ce que c'est la synergo, quelles sont les limites de ça, qu'est-ce que ça nous permet, bon, tel truc. Ensuite, on voit les axes de la tête parce qu'il y a 3 axes sur 3 plans différents, la tête peut bouger en interaction. On voit les cadrans du regard, ça veut dire dans quelle direction les yeux se promènent. On voit la configuration des yeux, la physionomie, si tu veux, un peu de ce dont je parlais tantôt. Est-ce Ouais. qu'il y a un œil plus petit que l'autre, plus gros que l'autre? Est-ce qu'on voit du blanc en haut, en bas, les deux, un? Bon, ce genre de trucs-là. On voit les croisements de bras et de jambes. On Ouais. voit lorsque les mains reviennent l'une sur l'autre. Puis, on voit la façon de s'asseoir dans une chaise du client ou du patient ou de l'athlète. Ça, c'est le niveau 1. Ouais. Ensuite, niveau 2, il y a du stock en tabarnouche. On voit tous les gestes qui sont faits dans l'espace. C'est ce qu'on voit. On voit les micro-démangeaisons. J'en donne 10 dans le visage. On parlait un peu du nez tantôt, là. Bon, Oui. j'en nomme 10 concrètes dans le visage. On voit les mouvements de bouche différents qui sont pertinents.
On voit la communication en coaching sportif, comment s'adapter au discours. On voit un gros module sur la théorie de la relation. Donc, ce dont je parlais tantôt, c'est le fight, flight or freeze un peu. C'est la survie qui se transforme en langage corporel. Est-ce que la personne se place au-dessus de l'autre, au-dessous de l'autre ou à l'écart de la discussion? Puis là, on voit une forme de questionnement lié à ça. J'en oublie. Je me souviens plus des fois, j'en perds des bouts. Là, niveau 2, qu'est-ce qu'on voit? On voit l'analyse verbale aussi des mots. Oui. Euh, Ça, c'est intéressant. Donc, tu pars aussi dans le verbal. oui, quand même. Ouais. C'est important. Puis là, je sais que j'en oublie. Là. Il me manque un module ou deux pour. Non, mais c'est pas grave, c'est juste vraiment pour placer le truc. Mais okay. Et ton niveau 3, tu t'axes plus vers quoi? Le niveau 3, c'est vraiment une synthèse, premièrement. C'est une grosse révision globale et un examen final qui donne droit à la certification Synergo, parce que les deux premiers donnent une attestation, le troisième, une certification après examen. Mais il y a aussi un gros module sur le questionnement qui est inédit. Il y a une grosse section bonus qui est plein de trucs en Synergo que j'apporte qui n'ont pas été abordés dans les modules, mais qui méritaient quand même d'être abordés. Puis, il y a un gros exercice pratique aussi pour rendre les gens vraiment efficaces en zone terrain. Parce que moi, je veux pas seulement leur envoyer un bout de papier puis qu'ils s'en aillent chez eux puis qu'ils disent hey, c'est le fun, j'ai fait Synergo. Je veux qu'ils puissent appliquer. Là, je veux les tester en zone terrain, les mettre dans le bain un peu, dans la soupe, en plein dans l'action. L'exercice sert à ça. OK. Ben écoute, ton programme, en tout cas, a l'air super intéressant. Puis, où est-ce qu'on peut trouver? Tu as un site Internet. Je sais que tu as ta page Facebook Synergo. Oui. Tu es sur Instagram aussi, Synergo. Oui, exact. Et formation, on peut voir ça sur le site Internet, donc? Oui, les formations. Mon site Internet est sorti hier, en fait, puis j'en ai pas encore parlé parce qu'il me reste quelques trucs à modifier dessus. Il est mis en ligne depuis hier, mais il fallait que j'y appose quelques articles, que je fasse le calendrier. Donc, vous pouvez aller le voir, il est valide, synergo.com, mais il manque quelques petits trucs, quelques petites touches. Mais sinon, vous avez tout le cursus au complet, puis les informations sont là. Puis, comme je disais tantôt, je poserai le lien pour les formations en ligne. Mais là, une chose, vu que tu m'amènes dans ce milieu-là, oui. Il y a une chose qui est importante. J'ai ouvert ma grande trappe au début du confinement. J'ai dit aux gens que si vous étiez dans la sphère sportive ou de la santé, j'offrais 50 de rabais sur les formations Synergo s'il y avait une inscription pendant le confinement. Mais ça, c'est bon juste en présentiel. Donc, je ne peux pas les donner tout de suite. Mais si tu t'inscris tout de suite, Christy, ça paraît parce que quand même, chaque niveau est 800 $, prix standard. Donc, à 400 $ au lieu de 800, vous ne pouvez qu'apposer votre inscription, donner 150 $ de dépôt, ça assure votre place et donner 250 $ de la balance plus tard, mais c'est un win-win. Oui, c'est le moment d'en profiter. Puis je terminerai avec, si vous voulez vraiment, si vous vous demandez est-ce que ça vaut la peine pour moi, je ne sais pas, allez voir sur Expertise 360, Expertise 360, le site web. J'ai un forfait d'1 heure, là, puis je donne environ la moitié du niveau 1 là-dessus en condensé d'1 heure. Sauf qu'il n'y a pas de... J'ai vu passer ça. J'ai vu passer que tu avais une conférence sur le site Expertise 360. Donc, ça donne vraiment une bonne idée. Habituellement, à pleine valeur, il est 35 $. Puis là, il est à 50 % avec le code promo COVID-19. Ça revient à 17 $ pour la moitié du niveau 1. Sauf que, comme il n'y a pas les outils pédagogiques comme le cahier, les vidéos démonstratives, les exercices pratiques, la discussion avec le formateur, vous avez vraiment une bonne idée si vous pouvez vous inscrire sur le niveau 1 au complet ou non. Mais vous n'avez pas les outils pédagogiques pour l'appliquer totalement en zone terrain. Ça donne une excellente idée. On va le partager également dans le post de la capsule. Parfait. Bon, Manuel, on arrive à la fin, en fait, de la capsule. Ça a été un plaisir. On a défoncé, hein? Oui, c'est ça. On a bien dépassé notre temps, mais c'était vraiment passionnant. J'ai eu beaucoup de plaisir à discuter avec toi aujourd'hui et à en apprendre beaucoup. Donc, nous, certainement qu'on va se reparler dans les semaines à venir et qu'on va refaire du travail ensemble. La semaine, pour les gens qui nous écoutent, dans les semaines suivantes, vous allez avoir, j'ai eu confirmation, nous allons interroger Mélodie Comtois, que tu as eu en formation, Manuel, oui. Qui va venir nous parler en fait de la nutrition pour le joueur de basketball. Donc, Mélodie Comtois, qui est naturopathe, qui a aussi son institut de formation,
qui forme énormément d'entraîneurs, qui va venir parler en fait des repas, des collations et de la façon dont le basketteur doit s'alimenter. Une excellente intervenante et formatrice. Oui. Sur ce, je vais vous laisser. Puis, je vous souhaite à tous une bonne semaine et prenez soin de vous pendant le confinement. Salut Manuel. Salut tout le monde. Salut Rémi. Merci. Bye bye. Salut.